Examen de microéconomie, première session, année universitaire 2021-2022. Exercice 1. Soit le consommateur EJLOC qui désire le bien 1, IS1P1 et le bien 2, IS2P2. EJLOC est doté d'un revenu R et sa fonction d'utilité s'écrit. Allons-y. U de IS1, IS2 est égal à min. U de IS1, IS2 égale à min IS1, IS2 sur 3. Ok, donc on a deux questions. On va passer à la première question. On dit quelle est la nature de la relation entre le bien 1 et le bien 2. Donc on va mettre nature de la relation entre le bien 1 et le bien 2. Ok, ce qu'il faut savoir, les fonctions min sont les fonctions du type Léontief. Voilà, donc c'est une fonction du type Léontief. Donc tu vas dire la fonction d'utilité U de IS1, IS2 est une fonction du type Léontief. Donc les fonctions du type Léontief, comment on les reconnaît? Ce sont les fonctions de la forme min tata. Ok, donc la fonction U de IS1, IS2 est une fonction du type Léontief. Par conséquent, le bien 1 et le bien 2 sont des biens parfaitement complémentaires. Donc, à chaque fois que vous allez avoir des fonctions du type Cobb-Douglas, des fonctions du type Léontief, la nature de la relation qui existera entre les deux biens sera une nature de complémentarité parfaite. Voilà. Donc, par conséquent, le bien 1 et le bien 2 sont parfaitement complémentaires. Ok. Et cette complémentarité s'exprime comment? Donc, il faut la forme générale des fonctions Léontief, je rappelle. On va savoir. Les fonctions Léontief sont de la forme E1 plus 2 égale à minimum de A is 1 virgule B is 2. Ok. Donc, la relation qui existe entre des biens dans une fonction de type Léontief, comme on a dit, c'est parfaitement complémentaire. Et cette complémentarité est exprimée comme suit. Ici, on a A is 1, donc A is 1 est égal, ici c'est quoi? B is 2. B is 2. A is 1 égale à B is 2 représente l'optimalité du consommateur, vu qu'on utilise le consommateur ici. Consommateur. Donc, toi, dans ton cas ici, tu as is1 égale à
1 tiers de is2. Donc c'est tout. Donc on va passer à la deuxième question à présent. Question 2. À la deuxième question, on dit établir la fonction de demande marshallienne du bien 1 et celle du bien 2. Donc question 2, demande marshallienne. Pour déterminer la demande marshallienne ou les demandes marshalliennes, lorsqu'on fait face aux fonctions du type Longtiev, on pose la condition d'optimalité. Donc à l'optimum, donc allons-y, à l'optimum. Ici l'optimum c'est qu'on dit A is 1, ça égale à ça. Donc on va quoi ici? Is 1 sera égal à quoi? 1 tiers de is 2. Donc allons-y. À l'optimum du consommateur ou à l'équilibre du consommateur, on a ok, donc on va se servir de cette condition d'optimalité que nous allons remplacer dans la contrainte budgétaire. Donc, on va rappeler la contrainte budgétaire. Donc, tu as dit à l'optimum du consommateur, on a is1 est égal à 1 tiers de is2. Avec, on a la ligne, c'est mieux. Oui, sachant que sa contrainte budgétaire est, CB2 point, CB à la ligne, CB2 point, CB2 point. Il faut changer le marqueur. CB2 point. Ce revenu est égal à la dépense. Donc tu vas mettre R, puisque dans les 6 on dit son revenu R, égale à P1 multiplié par IS1 plus P2 multiplié par IS2. Donc sachant que sa contrainte budgétaire est, il vient non, il vient pas, il devient. Il vient. Il vient de 1 et 2. Donc ici, tu vas mettre 1. Ici, tu vas mettre 2. Il vient de 1 et 2. 2 pour la ligne. Tu vas remplacer l'expression de is1 dans la contrainte budgétaire. Tu développes simplement, pas te compliquer. On va faire 1 tiers de P1 is2 plus P2 is2. Ensuite, tu mets is2 en facteur et tu tires is2.
Ok. Il y a une erreur. Donc, va doucement. Tu as l'examen, on ne te poursuit pas. Parce que si tu te trompes, on va dire que pratiquement tout ce que tu as fait précédemment n'a pas servi à quelque chose. Donc, il faut partir tirer normalement. Il ne faut pas te évite de faire les calculs dans ta tête. Plus tu vas te sentir malin que l'exercice, plus tu vas te tromper. Il n'y a pas de courbe de rapidité ou bien une courbe de, je vais dire, de calcul rapide. L'objectif, c'est de finir d'avoir les points. Donc, je ne vois pas l'objectif de finir et de se tromper. C'est ça, la demande Machalien. Tu mets une étoile et puis tu encadres, c'est tout. Tu as voulu créer quelque chose. Ensuite, tu prends l'expression de is2 trouvé, tu remplaces dans la relation 1. Non, pas besoin de note plus, pas besoin, on a trouvé ce qu'on veut. Tu dis simplement, tu remplaces is2 étoile dans la relation 1. Tu multiplies en bas par 3, tu multiplies en haut par 1. Pas de grands calculs à faire. Donc 3 et puis le 1 tiers, ça devient P1. Là-bas, ça sort. C'est ton résultat qui est là, tu encadres. Donc tu as remplacé et puis tu as trouvé is1. Alors donc tu as pris l'expression de is2 que tu avais trouvé précédemment. Tu as remplacé en 1 et tu as trouvé l'expression de is1. Donc is2 et is1 que tu viens de trouver, is1 étoile, is2 étoile, représentent les demandes Machalien. Donc tu viens de répondre à la question et tu viens d'obtenir tes 3 points. Ok, une chose à savoir, on pouvait connaître les résultats d'avance puisqu'on savait que c'était une fonction du type, on avait dit une fonction de type Léontief. Donc je vais noter ça quelque part ici. Lorsqu'on a une fonction de type Léontief, is1 étoile est égal à R P1 plus, regardez la forme ici, on a A is1 égale à B is2. Donc ça fait le coefficient de is1 sur le coefficient de is2. Donc ça fait A sur B, P2. Is2 quant à lui, on fait R. Ça va faire le coefficient de is2 sur le coefficient de is1. B sur A, P1 plus P2. Donc si nous voulons regarder bien, ici, is1, voilà, is1 l'a trouvé. Is1, regardez le dénominateur P1, P1. Maintenant, A sur B. A c'est quoi? Son A c'est 1. 1 sur 1 tiers, ça fait 1 fois 3. Donc 1 fois l'inverse, donc ça fait 3. Donc, on a trouvé 3P2. Donc si on regarde is2, on dit B sur A. B c'est quoi? Son B c'est 1 tiers, son A c'est 1. Donc 1 tiers sur 1 tiers, 1 tiers sur 1 ça fait 1. Donc l'exemple laquelle est 1 tiers de P1 plus P2. Donc il est impossible de se tromper. Donc si tu te trompes, tu dois savoir que tu t'es trompé puisque tu connais ces formules là dès le départ. Donc on va passer à l'exercice 2. Exercice 2. Toujours
Examen de première session 2021-2022 de l'Université Jean Guédé de Daloa, précisément en Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire. Soit le consommateur licence 1 qui désire le bien 1 et le bien 2. Licence 1 est dotée d'un revenu R. Sa fonction d'utilité indirecte s'écrit donc allons-y. V de R P1 P2 égale R carré sur 4 fois P1 fois P2. Ok, on dit question 1. À partir de l'identité de Roy, établir la fonction de demande marshallienne du bien 1 et celle du bien 2. Donc allons-y. Demande marshallienne. Donc, on va rappeler l'identité de Roy. Donc, tu mets petit point identité de Roy. Tu connais l'identité de Roy? Ok, donc vas-y, rappelle-nous. Voilà, n'est pas mieux. Il est attaché pour garder ça mieux. Il copie à la lettre. Je fais boire l'eau. Et puis, il n'a pas donné la même chose. Salpierre. Des prières de votre même compréhension. C'est pas la même chose. Ok, donc ce qu'on va faire, on va changer. Donc vas-y, il faut donner pour X2 en bas. On va changer la notation un peu alourdie là. R, c'est par rapport à R ici. V par rapport à R. Ok, donc on va noter ça d'une autre manière. Pour ne pas trop alourdir. Donc cette dérivée de V par rapport à P1, donc on peut faire comme cela. V prime P1. Dérivée de V par rapport à R. V prime R. Ici, dérivée de V par rapport à P2. V prime P2. Dérivée de V par rapport à R. V prime R. Donc, pour déterminer les demandes marshalliennes à partir de l'identité de Roy, il faut calculer les dérivés de la fonction indirecte par rapport à P1, par rapport à R et par rapport à P2. Donc, après avoir rappelé l'identité de Roy, tu vas passer au calcul des dérivés. Donc, allons-y, calcul des dérivés. Non, c'est mieux de partir à la ligne, ça va coincer.
Donc, on va commencer par la dérivée par rapport à P1. Ok, donc je vais faire 1, tu vas faire le deuxième. Donc, on va commencer par recopier la fonction. La fonction, c'est R carré sur 4 P1, P2. On va mettre un prix pour les dérivés et on met un indice P1. Pour faciliter, puisque c'est par rapport à P1, on va isoler les coefficients qui ne sont pas P1. Donc, si nous voulons isoler, on aura au numérateur R carré, au dénominateur 4P2. 4P2. Là, c'est un coefficient. Et là, le seul élément que nous allons dériver, il reste ici au dénominateur P1. Ici, 1. Donc, c'est ça que nous allons dériver par rapport à P1. Et ça, c'est l'inverse d'une fonction. C'est ça que la dérivée, ça fait moins 1 sur le dénominateur au carré. Ok, donc on vient de dériver ainsi. Maintenant, pour faciliter la suite, on peut s'arrêter ici. Mais pour faciliter la suite, on va essayer d'aménager. Lorsque on calcule la dérivée de la fonction indirecte par rapport à P1, généralement, on a la possibilité de refaire sortir cette même fonction d'utilité indirecte. Ensuite, il y a une autre méthode qu'on peut utiliser, la dérivée logarithmique. On va voir ça après. Donc ici, on va faire ça doucement. Là, vous allez voir 4P2. Ici, moins 1 sur P1 carré, c'est quoi? C'est 1 sur P1 multiplié par moins 1 sur P1. Donc, on est d'accord. Moins P1 fois P1, c'est P1 carré, et le moins. Donc, ça là, c'est égal aux 2 là. Donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? Ce 1 sur P1 va remarquer 1 sur P1. S'il rentre ici, on retrouve notre V. Donc, c'est comme si les deux là correspondaient à V. Donc, V est multiplié par moins 1 sur P1. Donc, on vient de trouver la dérivée par rapport à P1 est égale à moins 1 sur P1V. Donc, vas-y, il faut faire la dérivée par rapport à P2. Imaginons une minimisation. Et tous les termes ne se trouvent pas là actuellement.
Ok, c'est bien. Donc, tu as isolé 1 sur P2, puisque c'est par rapport à P2, tu appliques la dérivée. Ensuite, tu fais entrer 1 sur P2 et puis tu laisses moins 1 sur P2 dedans. Ok. Donc, c'est bien. On va faire la dérivée par rapport. Donc, les différentes dérivées que tu as trouvées, comme il n'y a pas de place, tu vas mettre cette dérivée ici et puis tu vas mettre cette dérivée ici. Et puis on va effacer pour faire la dérivée par rapport à R. Ok, donc ici, on va t'aider à dissocier. Ici, on voit que ça sera égal à. Je mets dessus R et ici je mets R carré 4 et 1 P2. Regarde ici. Au fait, on peut faire ressortir à chaque fois la fonction d'utilité directe. Ici, R se simplifie, il reste R ici. Donc ça fait toujours 2R sur 4 P1 P2. Donc ça, c'est la fonction d'utilité indirecte qui ressort ici. Donc on voit que c'est égal à quoi? 2 sur R multiplié par la fonction d'utilité indirecte. Donc maintenant, tu vas vérifier, tu vas calculer IS1 et IS2 puisque tu as toutes tes dérivées. Donc allons-y. Pour ne pas faire une confusion, tu vas juste mettre un point, calcul, voilà, des demandes, pour ne pas que ça soit trop entassé. On doit pouvoir voir les différentes étapes. On calcule des demandes.
Bon, il faut mettre ça devant en face pour la place. Donc ici doucement, tu vas... Il faut simplifier doucement. VV. Voilà. Donc ici, V, V. Maintenant, moins devient plus. Maintenant, ça fait lui là pour à l'inverse de celui-là. Et ensuite, tu vas faire pareil pour IS2. Donc ça fait R sur 2P 1. Ok, donc on vient de trouver les fonctions de demande marshallienne. Donc on a fini la première question. Donc comme on a fait pour déterminer les demandes marshalliennes à partir de l'identité de Roy, donc on a d'abord rappelé l'identité de Roy. Ensuite, on a calculé les différents dérivés. Donc premier point, on rappelle l'identité de Roy. Deuxième point, on calcule les différents dérivés nous permettant de calculer. Ensuite, on remplace les différents dérivés par les différentes valeurs trouvées afin d'obtenir les demandes marshalliennes. Donc on a fini avec la première question. Pour le calcul des dérivés, on pouvait utiliser une autre méthode que nous allons voir de suite. Donc, on va effacer. Donc, on va prendre la fonction d'utilité indirecte. On sait que V égale à R carré sur 4 P1 P2. Ok, donc on va utiliser la dérivée logarithmique. Donc, la dérivée de V, à savoir, voilà. La dérivée de V prime est égale à la dérivée de ln de V multiplié par V. Donc, la dérivée d'une fonction égale à la dérivée logarithmique de cette fonction multipliée par la fonction elle-même. Donc, d'abord, on va appliquer le ln ici. Donc, ln de V égale à quoi? Puisque c'est une fraction, ça va faire ln de R carré moins ça. Moins. Maintenant, puisque là c'est une multiplication, ln de ça, ça va faire ln de 4 moins ln de P1 moins ln de P2. Ça, c'est notre fonction ln de V. Donc, appliquons la formule. On dit si on veut V' par rapport à P1, qu'est-ce qu'on fait? On fait ln de V, la dérivée de ln de V. Donc, on va dériver ça par rapport à P1. Ici, il n'y a pas P1, ça fait 0. Il n'y a pas P1, ça fait 0. Ici, à P1, dérivée de ln, c'est 1 sur P1. Donc, avec le moins ici, ça fait moins 1 sur P1. Donc, quand on fait les calculs de la dérivée, on multiplie par V. Donc, on retrouve directement cette dérivée ici. Appliquons par rapport à P2. On dit quoi? On va prendre la fonction logarithme qu'on va dériver. On prend la fonction logarithme, on dérive par rapport à P2. Il n'y a pas P2 ici, 0, il n'y a pas P2 0, il n'y a pas P2 0. Ici, il y a P2. Dérivé de ln, c'est 1 sur la fonction, donc ça fait moins 1 sur P2.
moins 1 sur P2. Donc on dit en fait la dérivée de la fonction logarithme multipliée par la fonction elle, donc multipliée par V. Si on veut faire la dérivée par rapport à R, on va prendre la fonction logarithme qu'on va dériver d'abord par rapport à R. Ici, il y a R ici. Donc, quand on veut dériver ça, c'est quoi? Ça fait U' sur U. Donc, ça fait 2R sur R carré. 2R sur R carré. Donc, ça fait 2 sur R, simplement. 2 sur R. On dit, après, on multiplie par V. Donc, voilà ce qu'on avait trouvé ici. Donc, facilement, en appliquant le logarithme à la fonction V et puis en appliquant cette formule-là, on trouve simplement les dérivés. Ok, donc on était sur la deuxième. Je rappelle que la première question, on avait trouvé les démons de Machalienne. À la deuxième question, on nous demande de calculer la valeur numérique de V. Il suffit de remplacer juste R, P1 et P2 dans l'expression de V. Donc V, on sait que V est égal à R carré sur 4 P1, P2. Donc on simplifie, on obtient 25 sur 4. Donc c'est la valeur numérique de V. Ensuite, à la troisième question, on nous demande de calculer le revenu compensé R' suite à une variation du prix 1, P1. P1 passe de 2 à 1,5. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire ici précisément? On nous a imposé une méthode. On dit au sens de X. Donc, il faut savoir que lorsque le prix des biens varie, il y a deux auteurs économistes qui ont étudié les conséquences de cette variation-là sur la demande du bien. Il y a X et il y a Slasky. Soulsky et Slasky, si je prononce bien. Donc, que dit X? X dit, suite à la variation du prix d'un bien, le niveau d'utilité du consommateur reste inchangé. Selon Slasky, suite à la variation du prix des biens, le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le revenu du consommateur, reste inchangé. Donc, normalement, le consommateur a une situation initiale. Au prix R, le revenu R, P1, P2. La situation initiale, on a la situation finale ici. R, le nouveau prix, P2. Maintenant, les économistes X et Slasky disent que le consommateur ne passe pas directement de la situation initiale à la situation finale, mais que ce consommateur transite par une situation qu'on peut appeler souvent situation intermédiaire ou situation transitoire. Situation intermédiaire. Cette situation intermédiaire est caractérisée par un revenu compensé, comme vous a demandé ici, le nouveau prix et le prix P2. Donc, lorsqu'on nous dit de déterminer le revenu compensé R', il s'agit de ce revenu-là. Ce revenu qui permet de quitter de la situation initiale à la situation intermédiaire. Donc, les deux auteurs X et Slasky ont développé deux approches. Selon X, on va poser que le niveau d'utilité déterminé à la question précédente, 25 sur K, reste inchangé malgré la variation du prix du bien. Si on faisait selon X, on allait utiliser la contrainte budgétaire et on allait poser la contrainte budgétaire, on allait remplacer le R par le nouveau R'. Donc, on est selon Slasky et selon X ici. Donc, on va poser que le niveau d'utilité est égal à V bas. V bas correspond au niveau d'utilité déterminé à la situation initiale. Ici, dans notre cas, ce sont les 25 K. Dans l'étudiant va poser R sur carré sur 4 P1, P2 est égal à 25 K. Mais puisqu'il s'agit d'une situation intermédiaire selon Slasky, le R sera remplacé par le R' et le P1 sera remplacé par le nouveau prix P1'. Donc, ensuite, l'étudiant résout. Cette résolution aboutira directement à R' au carré. Donc, après explication, on va faire la pratique.
Donc, mon ami, viens, tu fasses et puis tu essaies de mettre en pratique. Donc, pour déterminer le revenu compensé selon X, la première étape, c'est de poser que l'utilité est égale à l'utilité fixe, l'utilité reste inchangée. En posant ça, on remplace l'expression de la fonction d'utilité avec les nouvelles valeurs de R et P1. Ensuite, on résout. Donc, allons-y, efface. Donc, allons-y. Donc, premier point, tu as dit selon X. Allons-y, il faut faire la différence. Si c'était selon cela, ce qu'on avait justifié. Selon X, le niveau d'utilité reste inchangé suite à la variation du prix du bien. Par conséquent, V est égal à V bas. Ou V est égal à V0 pour dire simplement que l'utilité égale l'utilité initiale. Un mieux. Le niveau, ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Utilité, le reste. Donc, tu as mis selon X, le niveau d'utilité reste inchangé malgré la variation du prix. On a V est égal à V bas. Il faut mettre V0. Voilà. V, tu remplaces V par son expression. V, c'est quoi? C'est R carré sur 4P1P2. Maintenant, puisqu'on est en train de faire selon X, on va remplacer R par le R', le revenu compensé que nous cherchons, et P1 par le nouveau P1'. Donc, tu vas mettre prime sur R et prime sur P1. Ils ont mis P11. Ils ont mis P11 dans l'énoncé. Le nouveau prix, c'est P11. Donc, tu notes P11. Et puis, V0, le niveau d'utilité déterminé précédemment, c'était V5 sur 4. Donc, égal à V5 sur 4. Ensuite, tu remplaces P1, 1 par sa valeur, P2 par sa valeur, et tu tires R'. Non, pas, tu peux partir rapidement, pas te fatiguer. Tu as deux fractions. Les deux fractions, il y a 4 donc tu simplifies 4 ici rapidement. Donc R' au carré est égal à V5 multiplié par P1, P2, P1. Voilà. Donc ça fait R' est égal à la racine carrée de V5, P1, P2. Donc tu remplaces les deux par les valeurs, tu tires R' rapidement. Ça fait 8,32. Il faut vérifier la calculatrice. Après vérification, on trouve R', le revenu compensé est égal à 8,66. Donc quand tu finis comme cela, il faut calculer la variation pour compléter. Pour montrer que c'est soit une augmentation ou une baisse. La variation de R est égale à R' moins R. Donc ça nous donne 10
moins 8,66. Donc c'est égal à 1,34. Et final, non, c'est R', non, c'est 8. Elle fait une erreur ici. 8,66. Le revenu initial, c'est 10. Ça fait moins 1,34. Donc, c'est une baisse du revenu. On va passer à présent à C'est la quatrième question. à la quatrième question. On passe à présent à la quatrième question. À la quatrième question, qu'est-ce qu'on nous demande? On nous demande de déterminer l'effet de substitution du bien IS1 suite à cette variation du prix. Donc, effet de substitution. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour déterminer l'effet de substitution? Pour déterminer l'effet de substitution, je vais reprendre le schéma que j'avais fait. Donc, dans notre schéma, ici l'effet c'est plus joli. Là, vous allez prendre note. On n'aime pas tout ce qui est joli. Ok, donc, il y a une situation ici, situation initiale. On a une situation intermédiaire. Ici, on a une situation finale. Ok, dans la situation initiale, le consommateur a un revenu R qui les biens ont les prix P1 et P2. Dans la situation intermédiaire, qui peut être déterminée selon X, mais selon Slaski, comme on le prononce, le revenu est un revenu compensé. On suppose que le prix d'un bien varie, P1'. Au niveau de la situation finale, on utilise R uniquement le prix, le nouveau prix qui a varié. Donc, quelle est la différence? En situation initiale, ce sont les valeurs initiales. En situation intermédiaire, nouveau revenu compensé et puis nouveau prix. Situation finale, uniquement le nouveau prix. Donc, de la situation initiale à la situation intermédiaire, on trouve l'effet de substitution. Et de la situation intermédiaire à la situation finale, on trouve l'effet revenu. Et de la situation initiale à la situation finale, c'est l'effet total. Donc on peut voir que l'effet total, ce sont les deux effets. Donc l'effet total, c'est l'effet substitution plus l'effet revenu. Comment on détermine l'effet en tant que tel, que ce soit l'effet substitution revenu ou l'effet total? L'effet, c'est une variation. Donc on va faire toujours les valeurs de droite moins les valeurs de gauche, finale moins initiale. Donc si on veut déterminer l'effet substitution, on va prendre les valeurs de la situation intermédiaire moins les valeurs de la situation initiale. Si par exemple on détermine l'effet revenu, on prend final moins intermédiaire. Si c'est l'effet total, si on prend final moins initial ou on fait la somme des deux effets. Donc si nous voulons déterminer l'effet substitution, on va noter SES, effet substitution, du bien IS1, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire IS1 étoile prime. IS1 étoile prime pour dire la quantité de la situation intermédiaire, moins IS1 étoile. Ça, c'est pour la situation initiale. Donc, on dit situation, on va faire situation intermédiaire, moins situation initiale. Donc, on dit effet substitution intermédiaire moins initial. Ok, donc l'étudiant va déterminer IS1 intermédiaire et IS1 initial et il va faire la différence. Donc, on rappelle que initialement, on avait X étoile était égal à R sur 2P1. On a vu ça au niveau de la première question. D'où IS1 étoile prime intermédiaire serait égal à quoi? On dit pour intermédiaire, on prend quoi? On prend le revenu compensé, donc on remplace R par R prime, et on prend le nouveau prix, donc ça sera 2P1. Dans l'exercice, le nouveau prix est noté P1, 1. Donc allons-y, calcule-nous les deux, puis je fais la différence.
Si tu as calculé ça, il faut calculer en gros 5 demi, en gros ça fait 2,5 aussi. Ensuite tu fais la différence. Donc l'effet substitution ici, on voit que notre effet substitution est supérieur à 0. Donc il faut mettre supérieur à 0, c'est positif. Donc suite à la diminution du prix, la quantité demandée du lien 1 a augmenté. Donc cette question marque la fin de l'exercice. On se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo portant sur la correction du sujet d'examen de l'université. Jean Le Bruno, Guédé.